appelons-la comme ça. Oui. Je peux dire juste quelque chose? Oui. Comment dire, si je suis irrespectueux, vous me le dites, voilà, je me tais, je ne continuerai pas avec mon propos, mais ce que je veux dire, c'est que, comment dire, dans toute ma scolarité, quand j'étais en cours, que ce soit au collège, en élémentaire même, voilà, lycée et fac, comment dire, nous faisons cours ce soir avec vous. À la fin du cours, je vous dis, vous n'avez pas laissé les devoirs. Enfin, je me dis quelle sorte. Et je demande pardon si j'offense quelqu'un, mais quand. Donc, madame, elle nous a expliqué pourquoi elle est en retard, mais quand elle est en retard, personnellement, j'ai un groupe de collègues avec lesquels j'étudie souvent. On rigole, voilà. On étudie, on va sur un métis, on rigole, on prend notre temps. Enfin, je veux dire, il faut le faire pour dire madame, elle n'est pas en retard, on continue. Enfin, comment dire, on commence pas à l'air. Enfin, il ne faut pas avoir de vie. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme si, voilà, on va. Non, mais moi je commence pas à l'air. Mais profite de ton temps, je sais pas. Mais bon. On va en rire, hein, on va en rire. De toute façon, toutes les heures que vous avez perdues, premièrement, je m'excuse, hein, je tiens à m'excuser pour toutes les fois où mes retards vous ont froissé. Merci Dominique hein, de votre soutien. Et regardez, j'ai fait un PowerPoint avec des fleurs de cerisier. Je me suis habillée avec des fleurs. Pour dire celle-là. Et tout ça pour vous dire que nous allons dépasser ce moment difficile pour notre communauté et que nous allons nous concentrer sur les choses importantes. Il faut également que je dise quelque chose. Bon, ça c'était aussi un hommage aux pays asiatiques qui aiment beaucoup ces images, n'est-ce pas, des cerisiers en fleurs. La question qui est la mienne et qui fait que je tiens beaucoup à garder les étudiants de coréen dans ce master, c'est que les Decrescenzo, c'est mes amis depuis 25 ans. Tout ce qu'ils font pour les études coréennes, pour moi, a été toujours un exemple. C'est-à-dire que je tiens beaucoup à ce que dans ce master, il y ait des études coréennes. Je ne sais pas si ça va être l'avenir, parce que cet épisode-là a fait naître une question. Est-ce que le coréen va rester dans le master traduction littéraire? Mais parce que visiblement, ce que vous avez raconté a créé des situations auprès des enseignants. Enfin, moi, je ne sais pas si l'année prochaine, il y a du coréen. Mais, personnellement, ce que les Decrescenzo font en études coréennes est pour moi un élément... c'est un exemple. Et donc, la raison pour laquelle vous êtes là, dans les études coréennes, c'est en nom de mon amitié avec les Decrescenzo, que j'aime, que je suis, et qui inspire presque mon être à l'université. Et j'espère que vous serez à la hauteur de mon amitié avec eux. Bien. Et pour les autres, hein, les Decrescenzo, c'est le couple historique de deux professeurs de notre université qui ont fondé les études coréennes à Aix et qui les ont beaucoup déployées. Et c'est mes amis d'une moitié de la vie presque. Et je les aime beaucoup et c'est la raison pour laquelle l'axe coréen existe dans ce master de traduction. Alors, donc, un titre pour aujourd'hui, c'est donc l'heure que je viens de perdre pour faire éducation civique, je la mettrai sur un métis. Le cours d'aujourd'hui porte sur les raisons pour lesquelles, lors de mon introduction
sur Pound, traducteur de Cavalcanti, j'ai parlé des raisons pour lesquelles Pound va chercher Cavalcanti comme Antise à la place de Dante, dont nous avons dit, surtout mardi dernier, que c'est disons, le poète le plus lu et le plus aimé par les intellectuels anglophones du XXe siècle. Et il y a 3 semaines, nous avions dit Ezra Pound représente une exception au sein de cette tendance, parce que tout en étant un lecteur acharné de Dante, il redécouvre, et grâce à un geste traductif de Rossetti, un autre poète du XIIIe siècle, le meilleur ami de Dante, du moins meilleur ami jusqu'à un certain point de sa vie, qui est Guido Cavalcanti. Et j'avais commencé à vous dire, c'est très original de la part de Pound d'aller chercher une référence autre, une référence, disons, qui est dans la contiguïté de Dante, c'est-à-dire que c'est comme si littéralement il allait chercher à côté de Dante, il fait un pas à côté, et qui il trouve? Cavalcanti. Et avec Cavalcanti, Pound signe un trait, l'un des traits les plus originaux du XXe siècle, à un tel point que la seconde moitié du XXe siècle le suivra à minima en partie, puisque nous savons que Louis Zukowski, enfin vous ne le savez pas tous parce que vous n'êtes pas tous en traductologie, mais en traductologie, nous sommes en train d'étudier un autre poète du XXe siècle, Louis Zukowski, et cet autre poète du XXe siècle, il est dans la tradition poundienne et traduit Cavalcanti après Pound. Alors, c'est dommage parce que cette fois-ci je n'ai pas de stylo pour le tableau, mais ce sonnet, il est placé, il va falloir que vous preniez des notes sur ce que je dis. Ce sonnet-là, mais je vais mettre le PowerPoint en ligne, hein. Ce sonnet-là, il est placé dans l'épilogue du canzoniere, c'est-à-dire chansonnier, du canzoniere, contenu dans un ouvrage d'Ezra Pound paru en 1910 et qui porte le titre de Provenza. Provenza avec C avec cédille à la fin. Provenza. C'est pas un Z. Or, dans ce sonnet, que vous pouvez lire au tableau, Pound partage avec Dante le rôle de l'apprenti. Dante and I are come to learn of thee, O Messire Guido, master of us all. Donc, Dante et moi, vous voyez, la première personne, c'est Ezra Pound. Il se dit l'ami de Dante, et ensemble, ils se rendent auprès de Cavalcanti, le maître de tous, pour devenir apprenti. À la manière de... Ah oui, c'est ça. On trouve ce poème également dans le volume, dans l'introduction du volume de Sonnets and Ballate of Guido Cavalcanti.
à la manière de Dante et de Cavalcanti, Pound fait usage de l'image d'amour qui impose sans vouloir aux agissements des trois poètes. Dans ce sonnet, Cavalcanti raconte qu'amour impose sans vouloir aux trois poètes. Alors, amour est ici une prosopopée. Prosopopée, ça veut dire incarnation. Incarnation. Donc, c'est une image personnifiée d'amour. Et c'est amour qui insuffle aux trois poètes, à Dante, à Cavalcanti et à Pound, ce qu'il faut faire. Il s'agit, on l'aura compris immédiatement, d'un procédé qui est cher aux modernistes et qui est, qu'on va appeler, brouillage spatio-temporel. Brouillage spatio-temporel. Pourquoi c'est un brouillage spatio-temporel, à votre avis? Quelle est la problématique spatio-temporelle là? Il y a quelqu'un qui est un outsider dans ce poème qui serait, oui, et pas, vous voyez. Donc, ce qu'il propose dans Provenza, c'est tout le temps des brouillages spatio-temporaux. Il s'en va dans d'autres époques, notamment dans la période provençale. Il s'en va dans d'autres époques. Et il agit. Il agit avec des personnages d'autres siècles. Et ça devient vraiment un procédé chez lui, parce que par la suite, beaucoup plus tard, dans les cantos, on aura constamment ce genre de scène à l'intérieur des poèmes qui composent les cantos, c'est-à-dire les chants, les cantos. Très souvent, on a des chants où Pound se balade, se promène avec des personnages qui viennent du Moyen-Âge chinois, du Moyen-Âge italien, de la Renaissance anglaise, et il dialogue avec eux. C'est un procédé que nous connaissons pour avoir étudié Dante, n'est-ce pas? Parce que dans la Divine Comédie, Dante fait de même. L'expédient qu'il utilise, c'est la stratégie littéraire que Dante utilise dans la Divine Comédie, c'est parce qu'il est passé dans l'ultra-terrain, terrestre, donc il s'en va soit aux enfers, soit au purgatoire, soit au paradis. Et là, effectivement, il y a brouillage spatio-temporel parce que les âmes, elles se retrouvent toutes ensemble, elles sont désormais éternelles, qu'elles soient aux enfers, au purgatoire ou au paradis. L'opération, elle ne se reproduit pas de la même façon dans les poèmes de Pound ni dans les cantos de Pound, parce que c'est des histoires très drôles. Là, il y en a une que je vous montrerai probablement la semaine prochaine, où Pound se retrouve à Gaeta, dans le sud de l'Italie, à côté, entre Rome et Naples, sur la côte de Tyrène. On dit ça en français? Martirène, ça doit être ça, la côte ouest. Et Pound est à Gaeta et il trouve des poètes du Moyen-Âge sur le dos d'un éléphant. Et il dialogue avec l'éléphant, fait tomber l'un d'entre eux et est sur le point de l'écraser. Enfin, vous voyez, c'est ce type de scène, par moments extrêmement drôle, que Pound produit, où il y a vraiment brouillage spatio-temporel, c'est-à-dire qu'il arrive à effacer l'historicité des personnages et à les mettre ensemble. Et si on le prend toujours dans les termes d'Erica, on appelle ça une hantise, mais ça devient un vrai procédé pour la poésie du XXe siècle. Zukowski fonctionne de la même façon, Carlos Williams fonctionne de la même façon, T.S. Eliot également. Tous ces poètes se plaisent à aller chercher des revenants qui côtoient constamment et avec lesquels ils parlent, ils dialoguent.
Et ce qui est très intéressant dans l'usage que Pound fait des figures de Dante et de Cavalcanti, c'est que ce qu'il dit est juste dans le sens presque historique, parce que ce poème, par exemple, montre que Pound connaît très bien la Vita Nuova, parce que ce poème fait référence à des passages de la Vita Nuova où Dante raconterait que Cavalcanti est son maître et ainsi de suite. Donc, il est presque dans une justesse historique. La seule chose qui n'est pas en place est sa propre personne, parce que c'est lui qui se balade à travers les siècles. Et donc, Pound devient le contemporain de ses deux amis, et il partage avec eux la soumission presque forcée à la seigneurie d'Amour. Il se soumet à Amour avec Dante et Cavalcanti. Or, tous les signifiants que l'on trouve dans ce poème, signifiants, vous savez ce que ça veut dire? C'est des mots, hein? Tous les mots que l'on trouve dans ce poème, on les retrouve disséminés également dans la première traduction que Pound propose de la Canzone Dottrinale de Donna Me Prega, dont nous avons déjà parlé. Et avec une récurrence toute particulière du signifiant amour, qui est sous-entendu à dessein dans l'original. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que cet usage récurrent que Pound fait à certains endroits de ses compositions du signifiant amour est une citation de Cavalcanti, parce que dans les 54 rimes qui composent l'ensemble de l'œuvre de Cavalcanti, dont nous savons que Cavalcanti, qui par conséquent, hein, enfin, c'est ce que je vous ai raconté, nous savons que Cavalcanti a produit une œuvre extrêmement réduite par rapport à celle de Dante. Le signifiant amour est présent 86 fois en 54 poèmes. C'est donc une marque stylistique de Cavalcanti que de personnifier constamment amour. Lorsque Pound reprend ce procédé, il le fait par citation de Cavalcanti, parce qu'il sait que c'est un procédé de Cavalcanti. Mais la canzone dottrinale, c'est-à-dire cette chanson, cette canzone qui se trouve à l'intérieur des rimes, on vous traduirait en français chanson doctrinale, hein, la canzone dottrinale, elle sous-entend le signifiant amour. C'est-à-dire que le signifiant amour se trouve dans les rimes de partout, dans les rimes de Cavalcanti. L'ensemble des poèmes de Cavalcanti est un ensemble où on trouve constamment la personnification de l'amour. Et puis dans la canzone dottrinale, il faut avoir lu la première stanza, la première strophe, pour comprendre que le signifiant amour est à chaque fois sous-entendu. C'est-à-dire, on utilise à la place d'amour un pronom. Cette différence entre l'ensemble des rimes de Cavalcanti où amour est répété de façon ostensible et la seule composition de Cavalcanti qui soit une composition éminemment théorique, la chanson doctrinale qui explique la nature d'amour et dans lequel le mot amour apparaît moins de fois, est une stratégie poétique pour dire ici on parle de ce qui est partout ailleurs. Vous voyez, la canzone dottrinale explique ce qui est partout ailleurs, à savoir amour. Et ce manque est un manque à combler. Donc le manque du signifiant amour est un manque à combler. Par quoi? Par l'explication doctrinale de ce qu'est amour.
En d'autres mots, cette composition qui est si importante de la canzone dottrinale, qui est aussi la base de A9, vous le savez, donc c'est le poème que Żułkowski transpose, pourrait presque être considérée comme une prière d'insérer. Vous savez ce que c'est qu'une prière d'insérer oui, dans l'édition? Oui. C'est une petite feuille qui est laissée à l'intérieur du livre qui donne un mode d'emploi de lecture du roman. Très bien, bravo, bravo. Donc c'est une feuille libre, que l'on trouve dans certains ouvrages d'un certain standing éditorial. On ne le trouve pas dans tous les ouvrages, mais certaines éditions plus renommées que d'autres mettent cette prière d'insérer à l'intérieur du livre, glissent une petite feuille qui est une prière adressée au lecteur. Cher lecteur, je te prie, dit l'auteur du livre, de lire le texte selon cette clé d'interprétation en quelque sorte. Donc la prière d'insérer, Derrida le fait assez souvent, il me semble que même dans Donner la mort, il y a une prière d'insérer. Mais c'est dommage parce que si vous empruntez le livre à la bibliothèque, très souvent les prières d'insérer à la bibliothèque disparaissent parce qu'elles ne sont pas reliées. Donc elles se perdent. Et donc la canzone dottrinale a la même fonction presque d'une prière d'insérer, c'est-à-dire que c'est la composition qui donne la clé d'interprétation de tous les autres poèmes, de tous les autres 53 poèmes des rimes de Cavalcanti. Il faut comprendre la canzone dottrinale pour comprendre le poète, pour comprendre Guido Cavalcanti. Il faut tout de même que je commence par vous dire que Cavalcanti est un poète assez hermétique pour son temps et aussi un poète qui se dégage de son époque, le XIIIe siècle, pour ne pas être croyant. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas dans les 54 rimes de Cavalcanti une référence à Dieu dans le sens de la croyance que Dante peut avoir. La foi de Dante ne trouve aucune correspondance chez Cavalcanti. Pourquoi? Parce que Cavalcanti est un avéroïste. Alors, l'avéroïsme est presque une secte au XIIIe siècle. Averroès est ce philosophe arabe qui aura traduit merci, Aristote en arabe et qui aura permis au Moyen-Âge de sauver Aristote à un moment où Aristote était en Europe perdu. Donc si on n'avait pas eu Avicenne d'un côté et Averroès de l'autre, une grande partie de tout ce que nous considérons aujourd'hui notre, l'origine de notre culture aurait été perdue à jamais. Mais il y a autre chose qu'il faut que vous compreniez. Le rapport que nous entretenons avec Aristote est un rapport qui a subi une médiation au fil des siècles. C'est-à-dire que c'est un... on a l'impression aujourd'hui qu'il n'y a que les étudiants de lettres classiques qui sont censés nous parler d'Aristote. Mais je vous explique que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a l'Aristote, l'original, celui qui, depuis le grec classique, est parvenu jusqu'à nous. Et cet Aristote-là, personne ne le connaît vraiment. C'est-à-dire que il y a les spécialistes de lettres classiques qui l'ont lu, qui l'ont peut-être traduit, qui lui ont fait des commentaires,
Mais ce n'est pas l'Aristote intellectuel qui nous intéresse. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Aristote qui fait culture, comment vous dire, l'Aristote que nous devrions tous connaître pour être des gens cultivés. Cet autre Aristote qui est en réalité celui qui fonde notre culture occidentale, celui-là, il est désormais complètement translaté du monde arabe. Il est, si vous voulez, il y a une sorte de trace de grec ancien qui parvient à nous à travers le commentaire arabe. Donc notre culture, ça c'est très important pour le cours d'interculturalité. Là où nous croyons que nous sommes complètement partagés, c'est là où j'ai trouvé que c'était un peu faible le propos de M. Villano lundi pour les étudiants Master 2. Mais ça, c'est l'effet de la spécialisation par siècle. Vous voyez, parce que M. Villano est césiémiste, donc il nous parle en tant que césiémiste. Alors il dit, au XVIe siècle, il y avait 10 arabisants en Occident, et parmi ces 10 arabisants, il y avait les traducteurs du Coran. Comme si jusque-là, vraiment, le monde musulman, arabe, avait été, pour l'Occident, inconnu. Eh bien, il se trompe, je n'ai pas osé le lui dire, mais au XIIIe siècle, le Coran circulait en Sicile. Donc vous voyez, et donc toute la philosophie arabe circulait déjà. Et le monde était déjà sensibilisé à la philosophie arabe, et le monde occidental, jusqu'au XVe siècle, il était tout arabophone. Les intellectuels occidentaux, jusqu'au XVe siècle, étaient arabophones, au point où la communauté juive de Marseille, au XIIIe siècle, elle écrivait les textes hébreux en caractère arabe. Vous voyez? Donc, les Juifs s'exprimaient en arabe en Provence, au XIIIe siècle, oui. Oui, même dans l'Espagne musulmane à l'époque, il y avait les mots arabes, qui viennent de l'arabe arabe, c'était comme des chrétiens, qui avaient gardé leur... Et je m'attendais à ce que vous fassiez cette intervention-là. Je vous regardais un peu parce que moi, je ne sais pas le dire, mais quand il nous disait que c'était un monde totalement inconnu, ça dépend. C'était un monde qui... En fait, c'est aussi l'image un peu de ce qu'on appelle le paradis perdu d'Al-Andalus. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'image de deux mondes coupés et l'image de deux mondes qui sont en complète harmonie. La vérité se situe un peu entre les deux, dans le sens où il y avait énormément de canaux de communication, comme en Sicile, comme les mots arabes, les juifs d'Espagne, mais qu'il y avait aussi les communautés vivaient plus côte à côte qu'ensemble. Donc, c'est vrai qu'il y avait une communication qui se passait souvent, c'était une communication médiatisée à travers. Mais effectivement, on a c'est une chose que j'entendais depuis petite, qu'au Moyen-Âge, la langue du savoir, la langue des sciences, c'était la langue arabe. Apprendre la langue arabe était souvent un passage obligé pour pouvoir accéder à la philosophie. Oui. Et le moment, en fait, qui a été un peu le moment charnière, ça a été pour le passage d'un latin plus étendu dans le monde intellectuel avec une progressive perte de l'arabe pour les intellectuels. Ça a été la découverte du Nouveau Monde, parce que les Arabes faisaient des commerces en Méditerranée et tout le monde, et le monde qui comptait, c'était la Méditerranée. Et quand le Nouveau Monde, l'Amérique a été découvert, et bien à ce moment-là, le commerce s'est déplacé sur l'Atlantique et les Arabes ont un peu perdu en importance économique. Vous voyez? Le fait qu'il y a eu bien sûr, ce qu'on retient souvent la date de 1492, comme charnière souvent, plutôt que la date de la chute de Constantinople. Moi, je voulais le dire. Ouais. Voilà, après, c'est deux dates qui se disputent un peu selon comment on voit les rapports en Méditerranée. Effectivement, il y a la découverte du Nouveau Monde, mais la découverte aussi des routes maritimes vers l'Inde, qui a fait que, par exemple, les Portugais ont pu contourner le monde arabe qui agissait comme carrefour,
absolument ça. Et donc, pour revenir à notre culture, nous sommes les enfants de ce monde enchanté, hanté 15e siècle. Notre culture, elle se fonde sur la langue arabe, en fait. Et il faut aller le dire dans le monde. Hein. Et il faut savoir que l'Occident n'aurait rien été sans l'action des Arabes, des arabisants aussi, des arabisants effectivement, parce que c'est aussi des savants juifs en fait, toutes Maïmonide, et voilà. Et la célèbre aussi famille de traducteurs marseillais, les Ibn Tibbon, qui traduisaient de l'arabe vers les vernaculaires occitans ou de l'arabe vers l'hébreu. Enfin, c'était un monde enchanté, mais qui n'aurait pas existé sans la richesse de la langue arabe, qui, elle, avait gardé la mémoire de la Grèce ancienne. Et donc, la Grèce ancienne qui nous intéresse, pour nous qui sommes des gens cultivés, c'est une Grèce ancienne qui a subi la médiation du monde arabe, et nous ne devons jamais l'oublier. C'est-à-dire que toutes les fois aussi où vous voyez, ça m'arrive parce que le Moyen-Âge qui m'intéresse est un Moyen-Âge avéroïste, donc un Moyen-Âge qui s'occupe beaucoup d'Aristote, mais à travers l'arabe. Quand je m'en vais dans les colloques sur Aristote, c'est bizarre parce que les spécialistes de lettres classiques, ils croient posséder Aristote, mais cet Aristote-là, on ne sait pas très bien ce qu'on en fait d'un point de vue culturel, vous voyez, parce qu'il a été lu à partir du XVIIe siècle dans l'original. Jusqu'au XVIIe, on l'a lu par les commentaires en langue arabe. Donc c'est un Aristote contemporain qui est leur objet. Le nôtre est plus ancien. Tout ça pour vous dire que l'avéroïsme est l'aristotélisme au Moyen-Âge. Donc, tous ces poètes qui au Moyen-Âge se disaient philosophes naturels, parce que Cavalcanti se définissait comme un philosophe naturel, ce qu'il entendait dire par là, c'est que c'était quelqu'un qui étudiait Aristote à travers les commentaires d'Averroès. Cavalcanti était-il lui-même arabisant? Non. Parce que ce qui se passait, c'est que la première moitié du XIIIe siècle avait connu auprès de l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen des traductions d'Aristote de l'arabe vers le latin et vers les vernaculaires italiens. Donc, vous voyez, l'Aristote qui arrive dans les contrées intellectuelles du Moyen-Âge, c'est un Aristote qui, du grec, est traduit en arabe, de l'arabe est traduit soit en hébreu, soit, et Cavalcanti n'était pas hébraïsant, soit en latin ou en vernaculaire. Vous imaginez, donc c'est un Aristote traduit à minima 3 fois, qui nous arrive par traduction de traduction. Donc, ce qui est, c'était un peu le but de mon cours d'aujourd'hui, ce que je vais essayer de vous dire. Si je n'arrive pas dans les détails comme je l'ai préparé, j'introduis la question et je mettrai le PowerPoint et des textes en ligne sur Amétis. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la distinction, la grande distinction entre Cavalcanti et Dante, c'est la question de la croyance en Dieu. À une époque, celle du Moyen-Âge, où ne pas croire était une exception intellectuelle inouïe. Et Cavalcanti est donc, lui aussi pour le coup, un outsider, mais dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'en va dans des cénacles, écouter des gens qui traduisent de l'arabe vers le latin, parce que c'est un passionné de philosophie et de philosophie naturelle. Qu'est-ce que la philosophie naturelle? La philosophie naturelle est l'ensemble de la pensée que le Moyen-Âge pouvait produire sur la question de l'âme. C'est le De Anima d'Aristote, est le texte qui est traduit et commenté par Averroès. Ce commentaire par
l'histoire avéroise du De Anima est extrêmement célèbre. Et c'est la base de la canzone dottrinale. Et donc, c'est la base du texte que nous étudions. Et en partie pour ce cours, parce que c'est un texte très important qui est redécouvert par le XXe siècle comme un texte fondamental. Mais il est important aussi pour notre cours de traductologie parce que c'est le texte qui fonctionne comme trace au-dessous de Einheim. Et alors, la canzone dottrinale, en réalité, c'est une chanson aristotélicienne qui interroge le rapport entre l'âme et l'intellect. C'est-à-dire que cette chanson interroge le rapport entre ce que l'âme qui se trouve à l'intérieur des corps humains entretient avec l'intellect. L'intellect, c'est l'ensemble du savoir qui se trouve là-haut. On en a plusieurs représentations dans l'histoire de l'Occident. Là, nous sommes au XIIIe siècle. Alors, le XIIIe siècle aura connu Platon et Aristote pour parler de l'hyperuranium, du monde des idées. C'est un lieu qui existe en puissance. C'est-à-dire que c'est un lieu qui existe de tout temps, l'intellect, à l'intérieur duquel se trouvent les idées et auquel toutes les âmes participent. Mais on peut se le représenter très aisément. Toutes les fois où vous êtes un peu inquiet par rapport à la somme immense de savoir que vous croyez devoir acquérir, vous pouvez vous le figurer en termes aristotéliciens, c'est-à-dire que ce savoir-là, croyez-moi, personne ne le possède. Peut-être je peux faire illusion, je peux vous paraître une personne cultivée, mais moi-même, quand je suis à la maison, je travaille toute la nuit parce que je me dis, il faut que je travaille pour connaître, vous voyez. C'est-à-dire que ce savoir en puissance, il est infini. Tout le monde travaille, chacun dans son moment historique, chacun dans sa vie, pour en participer. Qu'est-ce que cela veut dire en participer? Le percevoir, le reconnaître, l'utiliser dans la vie. Vous voyez, il est là-haut, on essaye de l'attraper et on le fait jouer dans notre vie à travers notre corps, notre âme. Ça, c'est l'objet du De Anima d'Aristote. Comment ferait l'intellect pour être à la fois là-haut, dans le monde des idées, et ici-bas, dans chacun de nos corps? Ici-bas, il se trouve dans nos âmes, et en grec ancien, l'âme, c'est la psyché. Donc, les psychai, elles sont dans les corps. Elles s'incarnent dans les corps humains, elles animent les corps humains, et elles sont ce qui doit se mettre en mouvement pour participer de l'intellect. La particularité de l'avéroïsme toscan du XIIIe siècle, qui est un peu l'appartenance intellectuelle de Cavalcanti, qui est le poète qui nous intéresse tellement, c'est que le XIIIe siècle avéroïste est persuadé que c'est amour qui fait bouger l'âme. Et si c'est amour qui fait bouger l'âme, c'est amour qui permet à chaque âme d'entretenir un rapport avec l'intellect. Et cette histoire, c'est une histoire qui traverse l'Occident à partir du XIIIe siècle, qui fonde donc notre être au monde et notre essentielle séparation entre Eros au sens de, de la rencontre des corps et amour au sens d'agapé, c'est-à-dire l'agitation de l'âme. Et vous-même, que fait Cavalcanti dans ses rimes? Il explique à un public qui n'est pas philosophe comment faire pour augmenter la connaissance. Et essentiellement, son injonction, c'est que les âmes les plus intelligentes, elles sont capables d'aimer.
l'amour est une épreuve d'intelligence. Pourquoi? Parce que, et d'ailleurs la psychanalyse au XXe siècle le montre amplement, c'est l'état amoureux qui met le sujet en bouillonnement intellectuel. Ce bouillonnement intellectuel est l'avalanche des questions qui saisit le corps amoureux. Tout corps amoureux est un corps traversé de questionnements. On s'éprend pour un autre, un grand autre. Le grand autre au sens psychanalytique, c'est celui qu'on aime. Ce grand autre, il n'est pas réel. Alors, c'est intéressant parce que Cavalcanti nous permet même de comprendre Lacan, c'est-à-dire le grand penseur de la psychanalyse française, l'héritier de Freud. Eh bien, vous voulez comprendre le séminaire 20 de Lacan, il faut devenir spécialiste de Cavalcanti. Parce que Cavalcanti au XIIIe siècle montre précisément comment fonctionne la pensée sur amour en Occident. Alors vous me direz, mais alors amour, ce n'est pas quelque chose de physique, c'est une affaire intellectuelle. Oui. Tous les discours que nous menons sur amour font partie d'une construction intellectuelle. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, d'ailleurs, l'Occident, entre autres, peut être défini par rapport à la notion, au concept d'amour. Et je vous disais que le monde germanique, jusqu'à un certain moment de son histoire, et de façon très particulière, tout le Moyen-Âge norrois, qui est la langue islandaise et de la péninsule norvégienne jusqu'au 8e siècle, ne connaît pas la notion d'amour. Je vous l'ai déjà dit. C'est une affaire occidentale, l'amour. On ne peut pas trouver l'équivalent. On ne peut pas trouver l'équivalent jusqu'au 8e siècle en norrois, qui était la langue des Vikings, ou des Skalds. Vous connaissez cette tradition, très belle tradition poétique que nous aimons beaucoup. Et donc, amour, c'est une affaire, comment vous dire, occidentale, mais de cet Occident très arabe. C'est mon Occident chéri, c'est-à-dire que lorsqu'on doit définir l'Occident, nous devons reconnaître tout ce que nous devons à la culture arabe, qui est celle qui nous a fait parvenir Aristote et qui nous a appris à cultiver les âmes, nos âmes. Si nous cultivons notre intériorité, si nous essayons d'être des intellectuels, eh bien nous le faisons grâce à tous les savants arabes qui ont pris la peine de traduire les traités de la Grèce ancienne pour nous. Alors, en quoi cela consiste à l'époque de Cavalcanti? Cavalcanti s'invente des figures qui plaisent beaucoup aux étudiants italiens, parce que les étudiants italiens parviennent même à se les figurer. C'est des petits esprits, ils les appellent les spiritelli, qui voyagent à l'intérieur du corps dans son imaginaire poétique. En réalité, à l'époque, au Moyen-Âge, on appelait cela des humeurs, des fluides qui circulaient dans le corps. Encore à l'époque shakespearienne, on croit en les fluides, vous le savez mieux que moi. Donc, au Moyen-Âge, chez Cavalcanti, ces fluides s'appellent spiritelli. Et Cavalcanti s'invente toute une fantasmagorie de ces spiritelli qui bougent dans le corps et font vivre l'âme. Donc, ils habitent dans le cœur, dans la partie gauche du cœur. Et ils sont en mouvement. C'est-à-dire que quand le poète observe la dame aimée, qu'il ne peut pas toucher, qu'il voit de loin, qui est source de lumière, qui éveille en lui tous les sentiments les plus intellectuels qui soient, de la dame aimée partent des flèches, dit-il. Des flèches, c'est les petits esprits qui sortent du cœur de la dame aimée, qui traversent le seuil optique de la dame aimée des yeux, qui rentrent
Mais vraiment, hein, toutes les rimes de Cavalcanti expliquent cette circulation des fluides. Elles sortent des yeux de la dame aimée, rentrent dans les yeux du poète. Elles transpercent le seuil optique du poète, vont se mettre dans la partie gauche du cœur et tiennent le cœur en vie. Le cœur rendu plus vital, plus joyeux, accéléré par les esprits qui arrivent de la dame aimée, se met à désirer l'intelligence, l'intellect. Et ce moteur intellectuel rend le poète un philosophe naturel. Donc, vous voyez essentiellement, le rôle de la dame, pour tout poète, est un rôle d'animation intellectuelle. Et plus la dame, elle est courtoise, gentille, couverte des plus belles couleurs, plus les petits esprits et animés d'amour, hein, parce que c'est ça, amour qui est personnifié là, c'est celui qui dicte ces circulations de fluides. Plus les spirituels traversent les seuils optiques d'un côté et de l'autre, plus l'activité intellectuelle fonctionne et que le poète est de plus en plus un philosophe naturel et la dame accomplit son rôle de garante intellectuelle. C'est essentiellement ça que je vous disais quand je vous disais, au fond, il nous suffirait maintenant au XXIe siècle d'avoir ce rôle que, de façon très brève, la dame a eu au XIIIe siècle. Vous voyez, je ne sais pas si vous êtes au courant de la vague de féminicide qui accable l'Italie en ce moment, mais l'opinion publique italienne est toute prise par l'affaire des violences sur les femmes. Et ce qui me chagrine le plus, c'est que plus nous sommes engagés du côté des femmes pour la protection des femmes, pour le fait que les femmes soient épanouies dans la société, et plus on connaît ces cas de féminicide. Et d'ailleurs, mes étudiantes du Master Lettres, elles ont même fait une installation il y a quelques mois sur le campus avec toutes les photos de camarades tués, d'étudiantes tuées par des hommes à cause de violences sexuelles ou violences morales, jalousie, ainsi de suite. Mais vous voyez, si seulement le XIIIe siècle était plus connu par le monde contemporain, eh bien, je pense qu'on serait un monde meilleur que nous ne le sommes, enfin, dans un monde meilleur que ne l'est celui que nous habitons aujourd'hui. Qu'en fait, tous les siècles qui nous séparent du XIIIe, nous auront fait oublier ce qu'au départ, dans un monde, disons, arabe et philosophique, la dame pouvait être. Ça vous fait aussi penser à la question assez intéressante entre ce monde arabe des Lumières dont parlait M. Villano hier, qui est un monde qui porte cette idée de la dame comme moteur intellectuel, et puis ce monde arabe qui placerait la dame dans un lieu, disons, effacé. Et que si seulement à l'intérieur du monde arabe il pouvait y avoir une rencontre entre ces deux façons de voir ce que le monde arabe représente en termes intellectuels et ce qu'il représente en termes religieux pour la femme, il y aurait probablement à nouveau un monde arabe aussi édénique que celui des 12e et 13e siècles. Donc, c'est en fait, d'un point de vue intellectuel, ces spéculations, elles me paraissent pertinentes pour tous les arabisants parmi vous, mais aussi pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions interculturelles qui arrivent à travers les parcours de traduction. Vous voyez, c'est la traduction qui permet à Cavalcanti d'écrire les rimes, de composer les rimes.
Cavalcanti est un poète qui compose à partir des traductions arabes d'Aristote. Donc vous voyez, c'est pas un poète qui, de chic, de son cru, se met à composer. Non, il a un but traduisant au départ. Il veut traduire en poésie l'avéroïsme. Pourquoi? Parce qu'il est cru, l'avéroïsme en soi, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment technicien, il y a des tas de notions extrêmement complexes qui font cette philosophie. Et le rôle de Cavalcanti est un rôle de traduction. Il traduit la philosophie avéroïste, qui à son tour est une traduction de la philosophie aristotélicienne, en poésie pour la commune florentine. Et l'une des raisons pour lesquelles Pound va le chercher, c'est que c'est une inspiration pour lui, parce que ce qu'il voudrait être lui-même, c'est un poète qui vit de traduction. Et que, au sens de Pound, composer de la poésie, c'est traduire. Vous voyez? Et que, en quelque sorte, que ce soit Pound ou Tsukowski, on peut remonter jusqu'à l'ancienne Grèce, à travers Averroès, à travers Aristote. Donc là, ce qui se joue, ce n'est pas seulement un dialogue entre le Moyen-Âge et le XXe siècle. Ce que Pound fait, c'est nous rappeler qu'en réalité, Cavalcanti, c'est quelqu'un qui, déjà au XIIIe siècle, est en train de traduire de très loin. Mais surtout, cela fait de Cavalcanti un poète assez impressionnant parce qu'il porte en 54 rimes un savoir infini. Premier élément. Deuxième élément, ne fléchissez pas, soyons un peu forts, je vous parle encore pendant 10 minutes. Deuxième élément. Le titre, j'avais fait un PowerPoint avec 39 slides, c'est dommage que, voilà, mais je parle toujours trop. En fait, Cavalcanti est contre la dissociation de la sensibilité. Bien. Alors, cette dissociation de la sensibilité, vous savez ce que c'est? C'est une notion de T.S. Eliot. Dans les essais littéraires, literary essays, T.S. Eliot, à un moment donné, traite de cette question. Pourquoi? Parce qu'il dit, finalement, l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, ça veut dire son époque, au XXe siècle, l'une des raisons pour lesquelles le XXe siècle est si compliqué dans son rapport avec l'histoire littéraire, mettons, aujourd'hui, Shakespeare, nous croyons le comprendre. Mais nous ne comprenons même pas Shakespeare. Et nous croyons le traduire, et puis ce que nous opérons, c'est des vingtiémisations de Shakespeare. Pourquoi? Parce que l'époque de Shakespeare était une époque anti-dissociation de la sensibilité. Et donc, cette dissociation de la sensibilité, c'est quoi? C'est le monde post-cartésien. C'est le monde après Descartes. Parce que c'est Descartes qui partage le logos et la physis, le monde de la pensée et le monde inanimé. C'est-à-dire le monde de la nature, le monde des objets. Mais le monde de la nature, philosophie cartésienne, c'était un monde où le logos, l'esprit, habitait la physis. C'était un monde magique. Et lorsque Shakespeare nous parle des esprits des vents, lorsque vous voyez même le monde shakespearien, il est animé par des fantômes, par des arbres qui s'animent, les zéphyrs qui parlent. Ce monde-là est un monde dans lequel Shakespeare croit. Parce que Shakespeare n'est pas encore cartésien. Et quand nous le lisons, nous sommes cartésiens. C'est-à-dire que qu'on ne le veuille pas, pour nous, il y a la pensée et le corps. Et donc, tout ce qui vient avant Descartes, pour T.S. Eliot, on n'arrive pas à le comprendre.
c'est un monde qui a dissocié la sensibilité. Où on parle du corps en le séparant de l'esprit et de l'esprit en le séparant du corps. Et donc nous croyons que Shakespeare, en cours de traductologie, quand on traduit Shakespeare, ici Estelle dit, on n'y voit rien. Pound le dit pour Cavalcanti aussi. Vous croyez que je vais écrire la mort du cœur, M-O-R-T, et vous allez comprendre que c'est une métaphore, que le cœur est mort parce que la dame que j'aime ne me regarde plus. Mais en fait, pour Cavalcanti, le cœur peut mourir vraiment. Et le corps rester en vie. Mais la partie du cœur, elle meurt parce que l'esprit, elle arrête de circuler et hop, le cœur s'arrête et l'intelligence s'arrête. Et vous voyez, et donc si nous lisons aujourd'hui la mort du cœur au XXIe siècle, on pense que c'est une métaphore. Mais si on voulait être antidissociation de la sensibilité, il faudrait trouver une façon, et malheureusement on ne l'a pas parce que la mort du cœur, c'est la mort du cœur. Et donc Cavalcanti, Pound invente un mot pour expliquer comment c'est difficile de traduire Cavalcanti. Il dit, je dois faire des traductions d'accompagnement, dit-il. D'accompagnement. Et que non seulement il faut que je traduise, mais qu'en plus je fasse des préfaces, j'écrive des textes pour vous expliquer que n'y allez pas aisément, hein, do not go gently into the night, n'y allez pas aisément hein, dans la nuit ou dans les poèmes de Cavalcanti. C'est beaucoup plus compliqué que vous ne le croyez. Sauf que les mots, c'est des mots. C'est un peu comme ce que disait Lou en cours hier. C'était très intéressant parce que Lou nous disait, au fond, les phrases de Tsukowski, c'est des phrases. Mais il leur faut, là c'est le terme qui est employé par Pound, une traduction d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il faut encore que l'on comprenne que Tsukowski est à son tour cavalcantien, donc à son tour avéroïste, à son tour disciple de Pound, vous voyez, et que donc les phrases chez lui, oui, c'est des mots que l'on va traduire, mais encore faut-il que je dise, toi lecteur, essaye de comprendre qu'il ne faut pas que tu dissocies ta sensibilité quand tu lis ça. Vous voyez? Alors, pourquoi je vous en parle dans traduction dans l'histoire littéraire? Parce que c'est typiquement un exemple de traduction dans l'histoire littéraire. Si je me mets à traduire aujourd'hui Cavalcanti, je le traduis aujourd'hui. Quand Pound traduit Cavalcanti, il le traduit au XXe siècle. Et la question que le traducteur se pose lorsqu'il traduit, puisque Benjamin nous le dit, nous traduisons pour un public, à la différence du poète que lui il traduit, il écrit pour l'essence de l'homme. Mais nous, traducteurs, nous traduisons pour un public. Et le public pour lequel nous traduisons, il est ici et maintenant. Donc, le premier questionnement pour moi, traducteur, c'est est-ce que mon lectorat, il est à même de comprendre l'historicité de mon original? Cette historicité, c'est une historicité esthétique, de la sensibilité. Et elle est perdue. Et donc, il va falloir que, en tant que traducteur de Cavalcanti, je dise attention, hein, ces spirituels, ce n'est pas des êtres de Walt Disney, mais c'est une trouvaille pour traduire Averroès en vers. Et donc, vous qui croyez que Cavalcanti, c'est une promenade, vous vous trompez, parce qu'en fait, pour être spécialiste de Cavalcanti, il faut être philosophe. Et pourquoi on le ferait? Et si on se comportait comme Anne-Marie Albiach, dont on a parlé dans le cours de traductologie, c'est-à-dire si on traduisait littéralement Cavalcanti, au fond c'est très simple de traduire Cavalcanti, il suffit de dire et mes esprits sont morts et je ne m'en remets pas, et gna, gna, gna. Les phrases elles se traduisent. Cavalcanti est le poète le plus simple à traduire et le plus difficile à entendre. Parce qu'on ne l'entend pas. On y va par l'âme et par le corps. C'est le problème. Oui, monsieur Digan. Je pense que en ce qui concerne la compréhension de ces auteurs,
comme Pound ou les dangers des contemporains. Bon, certains contemporains trouvent qu'ils font preuve d'obscurantisme. Donc, je me dis que c'est peut-être dû à cette notion de dissociation de la sensibilité. Parce que quand tu lis justement un poème où on parle des êtres que nous voyons comme des métaphores, on parle des animaux qui parlent et autres, les contemporains trouvent que bon, c'est faire preuve souvent d'obscurantisme et d'embrouiller le lecteur de manière pas nécessaire. Inutile, oui. Voilà, de manière inutile. Merci. Et c'est une question qui m'intéresse beaucoup à cause de ce que je fais énormément, vu que mon auteur est hanté par la trinité de Pound et Locke et Hopkins. Ça fait qu'il a des critiques sévères, qui l'accusent de sortir de sa réalité et faire preuve d'obscurantisme. Oui, alors que, effectivement, au contraire, je pense que c'est le fait de penser que c'est obscur que de ressentir. Ça, c'est comment dire, au contraire, une preuve de désir de traverser les siècles sans la possibilité de le faire. Oui, allez. Il y a le fait que pour lui, je vais dire, il ne s'agit pas justement de métaphore. Quand il parle d'êtres surnaturels, c'est des êtres auxquels il croit. Donc ça rejoint un peu à la santé. Il ne dit pas juste pour faire une métaphore. C'est pas une rhétorique. Absolument. Et ça, il faut que vous le disiez dans votre compétence. Parce que c'est très important de comprendre que dans certaines littératures, la sensibilité, elle n'est pas encore dissociée. Pensez à la littérature d'Amérique latine, ce que l'on appelle le réalisme magique. C'est typiquement ça. Et vous le savez, parce que je vous le dis tout le temps, vous savez que j'ai enseigné au Brésil. Et je vous assure que enseigner Cavalcanti au Brésil, c'est très facile. Quand je leur dis la mort du cœur, ils ont des frissons. Dans les classes, quand j'étais à São Paulo, vraiment, je m'étonnais parce que c'était vraiment une réaction, vous voyez, physique. Ils étaient dans un monde qui n'avait pas connu la dissociation de la possibilité. Parce que le monde brésilien, et à travers cette culture tupi-guarani, garde un rapport avec la magie de la fusis, c'est-à-dire la nature est animée chez eux. Et cette animation implique que le logos descend dans le monde et parle avec le monde et anime même ce que nous croyons inanimés à cause de la science qui nous fait dire les plantes, sans doute elles ont un langage, mais ce langage il est réduit. Oui. Je pense que pour les Chinois, peut-être c'est aussi facile de comprendre. Parce que chez nous, l'amour, c'est précisément ce qui s'écrit avec le cœur. Donc, dans le mot même, dans le caractère même, il y a le cœur qui est le centre. Donc, il n'y a pas de dissociation en Chine. Non. C'est très important parce qu'il y a même l'expression, la mort du cœur. En chinois, on peut dire aussi si. En fait, c'est vraiment. C'est pas une métaphore. C'est pas une métaphore. En fait, c'est quelque chose qui. Peut-être je connais pas assez Cavalcanti, mais il faut creuser cette affaire-là. Mais en tout cas, c'est. Marie va écrire 100 pages sur cette affaire, je vous adore. Non, c'est vrai, c'est très intéressant le mot amour en chinois parce qu'il y a toute la composition, on peut vous montrer. Mais d'ailleurs, amour est lié à logos aussi. Enfin, oui. Tradition. Oui, en fait, il y a, dans le mot chinois, c'est très intéressant. Il y a le cœur, il y a l'amitié, il y a l'homme, il y a la tête, et en fait, il y a tout en fait. Avec le même mot. Oui, avec le même mot. Je veux que vous ne m'abandonniez jamais. C'est pas avec la fin du master que nous allons arrêter de nous voir, parce que vraiment, vous êtes merveilleuse. Mais c'est vrai, je pensais aussi à
le yin et le yang, comme on dit, ça c'est pas aussi une notion de pensée et corps qui sont ensemble? Oui, en fait, c'est toujours vraiment lié. C'est la preuve, c'est la médecine chinoise. C'est vraiment lié. Le corps est vraiment animé. Et on parle aussi beaucoup des esprits, en fait. Si on dissocie ça, c'est pour ça qu'on a toujours du mal. Parfois, on sent à l'Occident, on a toujours trop, on insiste trop sur la tête, la connaissance. Mais chez nous, c'est sûr que la connaissance et l'amour, ce ne fait qu'un en fait. C'est la connaissance première, ça vient de l'amour. La connaissance d'une maman par rapport aux enfants, c'est la maman qui connaît mieux l'enfant que quelqu'un d'autre. Et la connaissance par l'amour, bien sûr, aussi la connaissance intellectuelle, mais la connaissance sentimentale. En fait, les Chinois font très insistent beaucoup aussi sur la sensibilité. Ai, toujours accompagné un autre mot, ai, qing. Qing, dans ce qing, c'est vrai? Bon, merci beaucoup Marie pour cette conclusion de notre cours que je voulais vous donner sur la dissociation de la sensibilité. Donc l'idée de Pound, lorsqu'il se met à traduire Cavalcanti, c'est la conclusion de mon cours, c'est d'illustrer l'idée de son meilleur ami T.S. Eliot, c'est-à-dire de montrer que la problématique de Eliot, qui est une problématique qui porte sur l'Occident et sur le problème occidental qui est le fait de connaître sa propre histoire. Pour Eliot, le problème du XXe siècle, lorsqu'il ne parvient pas à faire, disons, la paix avec soi-même, c'est le fait que le XXe siècle a oublié d'avoir connu une époque pré-cartésienne. Et donc Pound dit, je veux, assurément, au moment, il se met à traduire Cavalcanti beaucoup plus tôt, mais lorsqu'il fait la connaissance de T.S. Eliot, il se rend compte que son amour pour Cavalcanti vient de là, du fait que Cavalcanti illustre parfaitement la notion d'un monde qui précède la dissociation de la sensibilité. On va s'arrêter là. Je vais mettre des cours sur un